Vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2 et maintenant nous allons commencer notre émission Cyberculture avec pour thème que serions-nous sans le piratage avec pour invité Nanar, présenté par Thomas et William. Cyberculture. Nous allons écouter tout au début un extrait d'une interview du Parti Pirate et nous nous retrouverons juste après pour débattre. Vous pourrez donc appeler le 08 92 23 95 20 pour intervenir et donc discuter de cette thématique. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chat, sur chatrim952.fr et bonjour à tous les chatteurs actuels. Alors nous allons commencer par écouter donc ce fameux extrait de l'interview du Parti Pirate qui s'est réalisé il y a quelques jours d'ici. Donc c'est un peu aussi une interview, il y a un extrait de 10 minutes et nous nous retrouvons juste après cet extrait. Aujourd'hui, quand on parle de piratage informatique, on parle de la même chose pour les citoyens lambda qui téléchargent en famille, par exemple, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Il y a plusieurs choses. Déjà, du point de vue économique, et moi c'est ce qui m'énerve le plus, on entend les industries, donc les industries, les majors, les industries du divertissement, parler depuis déjà quelques temps que le piratage tue le cinéma, le piratage tue la musique, qu'ils vont tous y passer et qu'en gros ils ont des pertes monumentales à cause de ça. Ils ont une espèce de manque vous à regardez... gagner. Pardon ? Ils ont une espèce de manque à gagner. Oui, mais en fait, quand vous regardez les chiffres, le cinéma c'est record d'entrée tous les ans. Des boîtes comme Universal, par exemple, n'ont jamais eu autant d'argent. Et par contre, ce qu'ils ne disent jamais, c'est que le piratage fait une pub immense aux producteurs, aux réalisateurs, aux acteurs et aux groupes, par exemple. Si il y a à peu près 90% des groupes de musique que je connais, ça vient du piratage. Les 3/4 des films que j'ai vus, ça vient du piratage. Et c'est avec ça, je peux en parler à mes amis, dire « Oh, il faut que tu vois ce film, c'est énorme !» Et certains films que j'ai vus, j'ai été les voir au ciné suite à ça. Donc il faut pas dire déjà, le piratage est dangereux, le piratage tue l'industrie du divertissement. Et surtout, le piratage tue les artistes. C'est la plus grosse erreur. En fait, le piratage est une chance pour les artistes. C'est de la promotion comme tu l'as pu l'expliquer, mais après derrière, c'est sûr que sur la vente d'un CD, et ça on le sait très bien, que l'artiste va toucher vraiment une somme modique, voire 10 centimes par CD vendu, voire moins. Je crois que en France, la seule personne qui peut toucher 1 euro par CD, je crois que c'est Johnny.
Vraiment, l'artiste, lui, où il va gagner son argent, c'est sur scène. C'est lorsqu'il va faire des festivals, etc. Donc là, c'est vraiment les majors en soi qui se disent il y a un manque à gagner sur cette vente-là. Est-ce que tu penses quelque part qu'ils n'ont pas, un petit peu comme le jeu vidéo, qui a su s'adapter au fur et à mesure du temps, ils n'ont pas pris le bon tournant? Ah, ils ont complètement loupé le tournant. Ils essayent de faire des efforts de temps en temps. Enfin, on a l'impression. On attend toujours l'offre légale suite à l'Adopi. Il y a un point vraiment particulièrement important, c'est que l'économie numérique, c'est une économie d'abondance. Il n'y a pas de limite. Au contraire, par exemple, du support CD, où vous avez un support physique, Oui. un produit numérique, donc bêtement une piste MP3 par exemple, ou un film en point AVI, c'est illimité. On peut le copier, le recopier, je peux l'envoyer à 10 000 personnes, j'aurai toujours ma version. Ça sera toujours un même versionning, il n'y aura pas de déformation. Voilà. Voilà. Donc ça déjà, alors on peut aussi, on va pas dire jouer sur les mots, mais quand on dit copier c'est voler, c'est faux. Si je vole par exemple le vélo de mon voisin, il a plus de vélo. Si je vole un MP3 à mon voisin, bah, je lui vole pas, il l'a toujours. Quelque part, Donc c'est plutôt un vol de. Ils appellent ça plutôt. C'est plutôt un vol numérique. En faisant un petit peu l'avocat du diable, je sais pas, même certaines personnes dans le cinéma eux-mêmes, c'est-à-dire des ingénieurs du son, etc., vont mettre une caméra ou autre, vont faire une copie ou une faible copie de la version, par exemple, de Spider-Man ou de X-Men, par exemple. Ils vont le mettre en screener ou sur un autre format un peu plus intéressant, donc en DVD RIP avec le son Repair. Mais quelque part, la personne qui aurait pu aller voir ce film-là au cinéma, va se dire bon, j'ai pas de mettre 10 euros, je préfère le télécharger et voilà. Donc c'est sûr que c'est pas tous les spectateurs qui vont faire ça, mais quelque part, il y a quand même un manque à gagner. Je sais pas, il y a comme une production derrière. Là, je suis d'accord avec toi tout à l'heure quand tu disais que les grandes boîtes de production d'Hollywood, etc., ils sont vraiment gavés, et ils ont énormément d'argent et de financement aujourd'hui. Mais derrière ça, les petites boîtes de production qui n'ont pas forcément la même chose. Bon, c'est vrai que je le dis toujours, je le fais l'avocat du diable, il y a peut-être des petites boîtes de production qui sont financées par des organismes français dans le cinéma, et ils n'ont pas forcément envie de se faire pirater comme ça. Parce qu'ils ne gagnent pas autant. Dire qu'un film c'est une entrée en salle en moins, c'est aussi une grande blague de l'industrie. C'est-à-dire, À titre personnel, les films que je télécharge, c'est parce que je n'irai de toute façon pas les voir au cinéma. C'est souvent, enfin, j'ai pas envie de. Le ciné ici, c'est à peu près 9 euros la place. J'ai pas envie de payer 9 euros pour une daube. Je les regarde chez moi et je l'efface après. Sur Paris, de toute façon, c'est entre 10 à 12 euros pour ce genre de Voilà. ça. Après, il y a UGC et Gaumont ont fait un effort aussi il y a depuis un certain temps, bien sûr, avec les cartes Pass, qui permettent vraiment de faire baisser le prix du coup pour aller voir un film. Après, je suis d'accord avec toi que c'est un petit peu le cadeau surprise. On va voir un film, il y a un super market qui a été fait derrière, une super communication. La seule chose qu'ils ont peut-être faite, c'est qu'ils nous ont montré les 3 meilleures séquences du film, et il y a une déception. Aujourd'hui, les majors, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils peuvent plus en partie nous avoir. Oui, alors il y a ça, et par exemple pour les jeux vidéo, j'ai pas mal d'amis qui achètent des jeux vidéo, et par exemple qui se retrouvent avec un jeu complètement buggé. Et là, il y a encore deux choses. Soit le jeu il est buggé parce qu'il a mal été développé, soit le jeu il est buggé à cause des DRM. Donc des choses pour empêcher le piratage, justement. Les jeux comme sur PS3 ou sur PC, hein. Oui, et Après, c'est différent parce que l'industrie du jeu vidéo, après, c'est aussi sur les connaissances que je peux avoir et les différents contacts avec des sociétés assez connues, où la première chose qu'ils font au premier de leur business plan, lorsqu'ils sortent un jeu, c'est ils le sortent par exemple sur PS3, qui est une console qui a été craquée, oui, c'est un fait, mais qui à un moment donné était tellement bien protégée qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient rentabiliser l'ensemble de leur développement de jeu sur cette console, et par la suite sur PC et sur d'autres supports. C'était simplement pour faire un peu plus de bénéfices. oui, c'est d'accord, mais le seul problème, c'est quand vous sortez un jeu, et en fait, vous avez mis tellement de protection dessus que ça empêche les joueurs de jouer dans une bonne ambiance. D'accord. Par exemple, je pense c'est Ubisoft qui oblige ces joueurs, enfin les joueurs à avoir un accès internet parce qu'ils doivent avoir accès au serveur d'Ubisoft pour jouer. Oui. Et maintenant, Blizzard fait la même chose. Le jour
où soit vous n'avez pas de connexion internet, soit les serveurs d'Ubisoft ou de Blizzard ou n'importe quoi ont un problème, vous n'avez plus rien. Et c'est déjà arrivé. Même pour du offline. Pardon ? Même pour des jeux dits single, c'est-à-dire offline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être connecté entre guillemets pour les chercher. C'est pas du jeu en ligne, c'est-à-dire qu'on peut jouer en offline sur son ordinateur sans accès à internet. C'est-à-dire que là, même un jeu qui est installé bêtement sur son ordinateur, on va dire que c'est la version aventure et single, on est obligé d'être connecté d'après ce que tu dis sur internet. Voilà, alors ça dépend des jeux, mais par exemple, il y a pour StarCraft 2, à sa sortie, ça a fait un tollé, parce que dans le 1, on pouvait y jouer en LAN, donc avec des amis sans internet. Le 2, on est obligé d'avoir un accès internet pour pouvoir jouer. Et donc en fait, on se retrouve à un point où parfois on est mieux d'avoir un jeu craqué, et ça arrive de plus en plus souvent. On est mieux d'avoir un jeu craqué qu'un jeu original. Parce que en fait, on n'a pas de problème pour jouer avec le jeu craqué. Alors que le jeu original, il faut donc évidemment la clé, mais il faut aussi un accès internet. Et il y a encore 2-3 autres trucs à côté qui nous empêchent d'avoir une bonne expérience. Et en fait, on commence alors un peu moins maintenant, mais pendant un grand moment, c'était pareil avec les films. Par exemple, j'achète un DVD. Donc j'achète le DVD, je le ramène chez moi, je le mets dans le lecteur, je me tape des bandes annonces que je peux pas passer, je me tape tous les avertissements que je peux pas passer, etc., etc. Il y a des internautes qui s'étaient amusés à faire un test. En gros, il fallait entre 4 et 10 minutes pour pouvoir regarder un film dans de bonnes conditions. J'ai envie de regarder un film, je le télécharge, je le lance, je le regarde directement. J'ai pas à me prendre la tête. Après, c'est sûr que c'est tellement surprotégé derrière qu'à la fin, ça devient fatigant, mais c'est pas ça qui pousse les gens à pirater. Je pense pas. C'est pas ça. 90%. Il y en a, c'est ça. Il y en a, c'est aussi par exemple l'offre légale pour. Alors c'est l'offre légale tout court parce qu'ils trouvent rien d'intéressant ou beaucoup trop cher. Ou par exemple ils veulent de la VO. Moi c'est mon cas. Je veux avoir de la VO. Je n'aime pas les voix françaises et le doublage pour la plupart des séries et les films. Je télécharge et je pirate donc mes films en VO. C'est pour ça que TF1 a sorti son service à un moment donné VOD pour avoir 24 heures après la sortie aux États-Unis par exemple de Heroes, ou je crois que c'était M6 qui avait fait ça. C'était pour avoir cette version en VO sous-titrée assez rapidement d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ils ont essayé de mettre en avant ces différentes options et ce besoin de l'individu, comme tu le dis, parce que c'est clair que regarder une série en VO, c'est nettement plus intéressant et beaucoup plus plaisante que regarder ça en français, et en plus avec 6 mois, voire 1 an, voire 3 ans de retard sur les séries actuelles. Mais alors, le problème, c'est peut-être que TF1 le fait, mais après ça, il faut aussi voir, faut déjà voir le prix. Donc ça dépend. Et des fois, donc faut pas oublier que c'est donc du numérique et que c'est illimité. Et par exemple, payer 10 € pour quelque chose d'illimité, déjà, ça fait mal. Mais quand en plus, il y a des DRM, donc on peut pas le lire partout, et quand en plus, le fichier est par exemple effacé au bout d'un certain moment, ce qui arrive, c'est complètement aberrant. D'accord, donc oui, en effet, on entend, oui, il y a de l'offre légale, oui, il y a une offre compétitive, c'est faux. C'est faux au sens là tu nous as parlé des différents détails qui fait qu'effectivement c'est le DRM et la manière d'obliger l'utilisateur, que ce soit sur un jeu vidéo ou que ce soit pour un film ou une série, ça devient désobligeant d'après ce que je comprends. Ça dépend. Alors il y a aussi une autre chose, c'est que Donc c'était la fin donc de cet extrait. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant 95.2 dans l'émission Cyberculture présentée par Thomas et par William. Et aujourd'hui nous avons comme invité d'honneur Nanar. Alors bonjour Nanar et bonjour Thomas. Bonjour. Alors, vous pouvez intervenir aussi au 08 92 23 95 20 par rapport à notre débat. Que serions-nous sans le piratage ? Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, Nanar, de cet extrait ? Mais ce monsieur dit des choses relativement intéressantes parce qu'il pointe des points que l'industrie du disque, par exemple, du cinéma ou voire même du jeu vidéo essaye de nous masquer. C'est-à-dire que, effectivement, copier des fichiers, c'est pas du vol, puisque quand je vole un vélo,
la personne à qui je l'ai volé l'a plus, alors que copier des fichiers c'est illimité, c'est-à-dire le film, le CD, il est toujours à la Fnac alors qu'on me dit que je l'ai volé, c'est un peu bizarre. Donc voilà, il y a quand même des... On essaye de nous dire que pirater c'est forcément voler, non, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est légal, qu'il n'y a pas de dommages, mais... C'est quoi pour toi exactement? Qu'est-ce que ça représente aussi? Après, peut-être tu as un parcours qui fait que tu étais de ce côté-là, quelque part, de l'intention de ne pas voler, ça je l'ai bien compris. Et les auditeurs l'ont bien compris aussi. Mais par rapport à ça, là, toi, tu te dis, j'ai pas volé à la Fnac, j'ai pas volé ce fameux CD, mais quelque part, en faisant toujours l'avocat du diable, c'est un RIP. T'as récupéré ce son, t'aurais pu acheter ce CD, mais tu l'as pas fait. Oui, effectivement. Non, mais je pense que le débat, il doit être sur le fait que les créateurs, que ce soit les musiciens, etc., ils ont parfaitement la société doit être organisée pour qu'ils puissent tout simplement vivre de leur travail, de leur art. Mais d'un autre côté, il y a aussi le droit du citoyen à ce que l'information circule. C'est-à-dire le jour où, quand tu écoutes une musique à la radio, on dit « Ah, tu dois fermer ton oreille, sinon il faut que tu donnes, je sais pas combien, 20 centimes pour avoir le droit d'écouter ce que tu es en train d'écouter. » Et surtout, parfois, ce qu'on écoute, on n'a pas forcément envie de l'écouter. Hein. Voilà, en plus. Non, mais bon. Donc, je pense que il faut absolument trouver un équilibre entre le fait de rémunérer les ayants droit, on va dire, c'est un peu plus large que les créateurs, et le fait d'avoir le droit, c'est quelque chose que la personne du Parti Pirate a bien expliqué, c'est-à-dire que l'auditeur ou l'acheteur doit pouvoir jouir de l'œuvre d'art, si c'est une musique ou du jeu vidéo, sans qu'on lui mette des bâtons dans les roues. C'est-à-dire quand j'achète un film, on va dire j'ai acheté un film, je considère que j'ai rémunéré le créateur du film. Après, je trouve ça normal que je puisse le faire voir, que je puisse le voir une ou plusieurs fois, que je puisse le passer à mes amis ou à ma famille, etc. Et c'est ce que l'industrie essaye d'empêcher en foutant des DRM très emmerdants ou moi, c'est ce que... Mais quelque part, il faut bien se protéger. Ils ont besoin de protéger leur business. Toi, tu dis d'un côté, je suis pas content, les DRM, toutes ces protections sur les jeux vidéo, mais il faut bien s'en protéger parce que la copie entre guillemets illégale, ça empêcherait quelque part d'investir sur d'autres programmes ou d'autres logiciels ou sur des films qui explosent de partout en 3 dimensions avec des histoires qui sont pas forcément sympas et on va dire pas constructifs ou pas menus intellectuels, mais par ce fait là on va un petit peu recadrer, mais qu'est-ce que nous sur le piratage? C'est-à-dire que toi dans ton expérience, parce que si on a bien compris tout à l'heure et sur la discussion qu'on a pu avoir en offline, oui. Pour en revenir à ça, Nanar, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours pour bien montrer en gens la différence entre guillemets d'un vrai pirate, donc comme tu as été, et la mystification qu'on voit assez souvent dans les grands médias, le pirate de base qui agit seul dans son coin. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Alors, moi, étant plus jeune, on va dire, au collège, au lycée... Et en plus, t'es pas borgne, donc tout va bien. Ouais, pas de crochet, rien du tout. J'ai une jambe de bois. Non, mais voilà, moi, quand j'étais jeune, j'étais passionné de jeux vidéo. Et puis aussi de programmation, d'informatique en général, etc. Et tout ça, ça m'a amené à être... quand j'étais petit, je trouvais ça génial, les gens qui copiaient les jeux vidéo, je savais pas comment ils faisaient, etc. Donc ça m'a donné envie de découvrir. Et puis quelque chose qui m'intéressait beaucoup, pour ceux qui connaissent, c'est les crack-tro. Et donc j'ai appris la programmation, etc. Et j'ai fini par me retrouver à faire des crack-tro pour des groupes de Warez, comme on appelle ça. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est pour les auditeurs une crack-tro? Alors les crack-tro, c'est donc pour les gens qui sont un peu trop jeunes, qui en ont jamais vu, c'est quand
Quand il y a des pirates, on va les appeler comme ça, qui copiaient des jeux vidéo sur des machines un peu plus anciennes que maintenant, mais même voir sur PC, ils rajoutaient un petit programme pour montrer qu'ils étaient très forts en programmation et une sorte de signature avec leur nom, etc. Avec une petite musique qui se lançait par exemple avant le jeu. Tu foutais la disquette, hop, au lieu d'avoir le jeu directement, tu avais une petite tractro en disant ce jeu a été craqué par bidule. Tu t'appuyais sur espace et hop, tu passais au jeu. Donc le coup de patte des crackers qui avaient craqué le jeu pour revendiquer leur puissance quelque part. C'est ça, c'est un peu l'équivalent des taggers qui mettent leur signature sur les murs pour montrer qu'ils sont là et faire les malins auprès de leurs copains, quoi. Et tu faisais partie de quel groupe? C'était quoi le nom? Donc moi, j'ai fait des crack-tros pour... Après, t'es pas obligé de le dire. Ouais, non, mais pour... ça commence à être ancien, donc pour un groupe qui était sur Dreamcast, hein, qui s'appelait Echelon, et après sur PS2, et ça s'appelait Callisto. Voilà. Échelon, c'est voulu comme le plan échelon ou... Oui, le nom, c'est pas moi qui ai choisi le nom, mais je pense que c'était pour faire allusion à ça. Et dans ton parcours ensuite, bon, tu nous as expliqué que bon, c'était vraiment venu par passion, mais comment ça a vraiment démarré ton action dans le piratage organisé entre guillemets? Et est-ce que c'est le bon terme organisé? Est-ce que ça fait pas un terme un peu mafieux? Oui, Qu'est-ce parce que que t'en penses? quand on parle quand on parle de piratage organisé, on imagine des gens qui vendent des CD. Voilà, moi les groupes de Juarez, comme à l'époque j'ai connu ça, c'est quand même un groupe de passionnés qui ont chacun des compétences qui mettent en commun, et il y en a, ils adorent craquer des jeux, hein, comme ça. Voilà, il y en a qui font des crack-throws, il y en a qui ont accès à un gros serveur internet pour mettre un FTP, des choses comme ça. Et on fait ça de manière totalement, comment dire, c'est pas pour l'argent, c'est plus pour la beauté du geste. Alors, il y en a Pour un la certain nombre. diffusion. Enfin, Alors, vous diffusez gratuitement des contenus. Il y a une histoire de gloire quelque part aussi. Hein. Voilà, c'est l'intérêt, c'est d'être plus fort que le groupe d'en face. Donc, par exemple, c'est que le jeu machin qui sort, il écrit Callisto, que sur les FTP des gens qui connaissent ça, il écrit Callisto et pas le groupe d'en face qui s'appelait je sais plus comment, mais Il y avait Paradox qui voilà, marchait pas par mal à exemple. l'époque. Voilà, par exemple, et qui faisait des intros assez intéressantes sur PS2, donc c'était la concurrence, y compris à ce niveau-là. Voilà, et pour revenir donc dans vos actions, vous avez diffusé quelques années donc des programmes ripés, voire craqués, si j'ai bien compris. Alors sur PS2, il n'y avait même pas besoin de crack parce que au niveau des consoles, souvent c'est la console qui est protégée en elle-même. Donc une fois que la personne a mis un mode chip, il n'y a plus de protection. Ok. Donc voilà, sur PC, les jeux sont la plupart du temps protégés. Ou ce qui existait à l'époque des Amiga ou des Atari ST, les jeux devaient être craqués, mais sur console finalement, c'est la plupart du temps, du moment qu'on a un mode chip, n'importe qui est capable de faire une image, de faire une copie du DVD avec un graveur de DVD, et puis ça passe. Donc Définis mode chip. Alors oui, un mode chip, c'est une puce qu'on rajoute dans une console pour faire sauter les protections qui empêchent de faire passer... De mettre des CD un gravés CDR, chez soi, par exemple. Voilà. On va dire la console, elle détecte que... le premier usage, c'est pour faire sauter la régionalisation. C'est-à-dire, vous avez une PlayStation 2 à l'époque, vous achetiez un jeu au Japon, vous ne pouviez pas le faire tourner sur votre console. Donc déjà la première motivation des passionnés de jeux vidéo, comme les jeux sortent au Japon parfois des mois avant, ou parfois ils sortent même jamais en Europe, quand vous êtes un passionné, il vous faut modifier votre console pour pouvoir faire tourner tous les jeux.
Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter, donc la grande partie assez patiente de ton histoire, c'est comment vous vous êtes fait avoir, dans quelles conditions, à cause de qui et quelle organisation était derrière votre chute entre guillemets? Et est-ce que à quel niveau l'État français a intervenu aussi? Est-ce que Jack Bauer était là? Alors, moi, de mon côté, voilà, il y a eu une perquisition chez moi, etc. Je savais pas trop d'où ça tombait. Bon, il s'est révélé que les groupes dans lesquels le groupe dans lequel j'évoluais, bah, il y avait des gens aux États-Unis et apparemment c'est de ce côté-là que eux se sont fait repérer. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé et la police américaine a demandé à d'autres États de collaborer avec eux pour arrêter tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, mais parce que je pense pas, en réalité, comme nous, des gens je vous le rappelle, hein, c'était c'est un groupe de passionnés, des gens qui sont dans leur côté. Je veux dire, les FTP qu'on utilisait, c'est pas des trucs accessibles par n'importe qui, limité, c'est que les utilisateurs. Donc c'est un petit milieu finalement relativement fermé. Alors il y a toujours après des gens qui connaissent quelqu'un qui est dans Juarez qui peut vous récupérer le jeu, etc. Mais c'est relativement fermé, ce qui fait que normalement, c'est pas la police française qui s'intéresse sans raison à des gens qui font des trucs dans leur coin. T'insinues que la police française a beaucoup de moyens ou voire peu, voire pas de moyens? C'est pas une histoire de moyens, c'est-à-dire qu'ils préfèrent, et je pense qu'ils ont raison, taper sur les gens qui vendent sur eBay des CD piratés que des gens qui font des choses dans leur coin sans que ce soit public, quoi, si j'ose dire. Donc après il y a le côté recel, donc le côté Voilà, qui est vraiment le sale, et là qui touche gravement, on va dire, parce qu'on fait de l'argent sur des jeux pirates. Voilà. Donc toi en fait c'était pas ton truc. Voilà, nous, enfin, la justice a reconnu que dans mon affaire, personne n'avait fait de l'argent avec cette histoire. Et est-ce que tu peux nous raconter tes petits problèmes avec Microsoft pour que les gens entendent bien? Et d'ailleurs, tu vas répondre en passant à la question, y a-t-il prescription de nos vieux logiciels pirates? Par exemple, vous avez des vieux CD pirates d'il y a 15 ans chez vous. Est-ce que vous pouvez potentiellement avoir des problèmes? C'était une des questions qu'on se posait avec William dernièrement. Et tu nous apportais un élément de réponse. Donc, vas-y. Donc, comme je vous ai raconté, moi, il y a un beau jour, il y a une perquisition chez moi, et il se trouve, par exemple, j'ai donné un bon exemple, que par exemple, ils sont tombés sur j'avais un vieux CD copié de Windows 95. Donc là, on peut se dire, 95, je crois que la perquisition c'était en 2004, bon, Donc, il devait y avoir déjà, prescription, quoi. D'accord. Le truc qui était plus, enfin, je me servais pas de. Ça se vendait même plus en plus. Ça hein. existait plus. Enfin, il fallait surtout pas s'en servir, si j'ose dire. J'aurais dû le balancer. Ça me rappelle juste la musique. Je suis ingénieur informaticien, Windows 98, c'est tout. Hein. Windows Ouais, 95. Voilà. Et bah, j'ai appris que en fait, si effectivement le fait d'avoir copié ou téléchargé un jour ce Windows 95, c'était sans doute prescrit. Le fait de le détenir chez soi, ça par contre, le jour de la... Je l'avais bien chez moi le jour de la perquisition, et donc monsieur Microsoft est en droit de demander des dommages et intérêts, etc. etc. Donc c'est pas parce que vous avez copié il y a 10 ans quelque chose que... Alors je vous rappelle que vous pouvez intervenir au 08 92 23 95 20 afin de poser des questions à Nanar ou donner votre avis sur notre thématique d'aujourd'hui. Que serions-nous sans le piratage? Et une petite question du chat pour nous à Nanar. Donc une petite question qui punch un peu d'Amiga 1200. Alors Nanar, si vous n'aviez pas été obsédé par la first release, excusez-moi, donc la gloire, vous n'auriez... Pardon, quoi? Vous nous auriez sorti un trackload un peu plus élaboré et un level crunching permettant de faire des compiles. J'ai pas tout compris tes termes, Amiga. Amiga. Donc, si je comprends bien, si tu n'as pas été obsédé par la gloire, est-ce que tu n'aurais pas sorti des choses un peu plus élaborées, genre des compiles, des VD de plusieurs jeux, plutôt que de faire juste des copies identiques comme les autres groupes de pirates à l'époque? Oui, mais
Non, mais effectivement, Lâche-toi, le vas-y. fait de prendre plus de temps pour des releases, ça permet de faire des choses un peu plus élaborées. Bon, faut savoir quand même que programmer sur PS2, c'est pas très simple parce que enfin, il y a des choses compliquées. Donc, faire des compiles, etc., c'est des choses qui ont été faites après, hein, enfin, qui sont devenues possibles parce que les gens ont réussi à trouver. Comment faire. Enfin, je sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, par exemple, copier les jeux sur le disque dur au lieu de les charger depuis le DVD, ça a été fait euh, un peu à une époque, enfin un peu ultérieurement à là où moi j'ai été actif. Mais effectivement, quand on va vite, on fait des choses un peu moins intéressantes, et quand on prend plus de temps, on fait des choses plus intéressantes. Mais c'est aussi une histoire de gloire de vouloir faire des compiles, parce que finalement, pour jouer à un jeu, on n'a pas besoin de compiles. Donc la question se mord un peu la queue, parce que il y en a qui prennent justement un peu de temps pour faire des trucs mieux que les autres. Et voilà. Par exemple, moi j'ai passé énormément de temps à essayer de rajouter de la musique dans mes Cracktro. C'était aussi pour la gloire. Ouais, t'es pas passé enfin, entre guillemets, à une étape supérieure qui est les demo makers. En fait, toi, t'es vraiment resté dans le domaine crack-trop, piratage. Non, mais c'est-à-dire pour la Cracktro, c'est la genèse de la scène démo, hein. Les premières démos, c'était des Cracktro finalement, quand on réfléchit bien. Après, le fait d'être sur une console, ça a des difficultés particulières, etc. Donc il n'y a pas énormément de démos, de longues démos, de grosses démos qui sont sur les consoles. Euh, Mais bon, voilà. pour en revenir à cette histoire de Windows 95, est-ce que tu peux éclaircir l'affaire? Si j'ai bien compris, c'est un jour, les policiers ont débarqué chez toi, ils ont vu une copie de Windows 95 dans un coin, et ils s'en ont servi contre toi. Alors, bon, la police, eux, pas directement, mais disons que quand Microsoft, qui était partie civile, a vu que j'avais un Windows 95, effectivement, c'était dans la liste des choses qu'on me reprochait. Et pourquoi Microsoft en partie civile, on n'aurait pas pu prendre la CNIL par exemple? Ah bah, les parties civiles, c'est les, entre guillemets, victimes de mes agissements. Donc, si vous avez copié un logiciel Microsoft, c'est logique que Microsoft se retrouve en partie civile contre vous au procès. Ok, j'entends bien. Mais est-ce que Microsoft, entre guillemets, est-ce qu'il s'est pas aussi, est-ce que c'était pas une volonté de leur part de se porter partie civile justement pour faire acte de jurisprudence, au sens ça leur fait des faits d'armes au fur et à mesure dans le temps pour dire que regardez, nous on pourchasse les pirates même si on les condamne pas forcément. Enfin, comment ça s'est passé pour ton cas et qu'est-ce que t'en as tiré comme leçon? Ah bah, effectivement, moi je reste toujours étonné que Microsoft s'occupe de gens qui copient des jeux vidéo, puisqu'ils font pas, c'est pas un éditeur connu de jeux vidéo. Donc on peut effectivement penser que de leur point de vue, c'est plus politique en disant que ils luttent, eux ils sont du bon côté, ils luttent contre le piratage. Et puis voilà, sans aller plus loin que ça, parce que effectivement, s'ils se mettent à vouloir faire arrêter, à attaquer tous les gens qui ont un CD de Windows 95 Mais, chez eux. mais tu penses pas que c'est quelque part un paradoxe parce que Microsoft, même s'ils luttent contre le piratage, ça les avantage aussi d'avoir sur des machines outre sur des PC montés par exemple, d'imposer leur système d'exploitation. Ils ont Alors, joué avec ça. alors effectivement, le cas de Microsoft est un bon et un cas d'école, parce que je vais juste répéter ce qu'on dit des gens haut placés à Microsoft, c'est-à-dire à une époque, alors c'est il y a quelques années, il y avait un directeur de la branche qui fait Office de Microsoft qui avait dit que, alors c'était plutôt à propos de l'Asie, où le piratage est beaucoup plus répandu qu'en Europe ou aux États-Unis, il disait que finalement Microsoft il préférait que les gens aient une version pirate de Office sur leur PC plutôt qu'ils achètent la concurrence. Puisqu'une fois que les gens ils sont habitués à Office qu'ils ont eu sans payer, bah, il suffit de les convertir, il suffit juste plus que de les faire payer
Alors que si jamais ils sont à la concurrence, faut les persuader d'acheter Office, et c'est beaucoup plus compliqué que juste persuader quelqu'un que une fois que le logiciel qu'il utilise tous les jours, il faut qu'il paye un peu. C'est un peu la même blague qu'on voit sur Photoshop. Enfin, un logiciel grand public au sens où les graphistes en herbe chez eux ils utilisent Photoshop, mais le jour où ils arrivent en entreprise, si l'entreprise en question n'a pas la licence, eux ils se font vraiment taper sur les doigts. Voilà, c'est-à-dire les gens, ça c'est un truc intéressant à propos des logiciels, c'est-à-dire que les gens qui piratent chez eux des logiciels entre guillemets professionnels, parce que de toute façon ils n'ont pas de quoi se les payer, plus tard ils deviennent prescripteurs en entreprise de ces logiciels-là. Donc finalement, on peut se demander si Adobe a vraiment un intérêt de lutter contre le piratage de ces logiciels dans le grand public, sachant qu'effectivement ils ont tout intérêt à ce que les entreprises achètent Photoshop. Oui, parce que la licence elle est extraordinairement chère. Enfin, par une entreprise, en tant que particulier, j'ai pas envie d'acheter une licence Photoshop. Enfin, Voilà, ça mange plusieurs salaires d'un coup. seul un professionnel peut se payer Photoshop. Bah. Mais alors, pour me faire l'avocat de ces entreprises, Enfin. depuis quelques années, faut quand même remarquer qu'ils essayent de faire des versions Des versions light. pas chères, light, Mm. et y compris Microsoft. Je vais me faire l'avocat de Microsoft. Il y a quelques années, si vous vouliez Office, fallait payer le full price, c'était cher. C'était 150 euros. Non, mais C'était aujourd'hui, voire plus cher. ouais. Et aujourd'hui, il y a des versions entre guillemets famille ou étudiants à moins de 100, autour de 100 euros. C'est 100 euros, mais c'est la version étudiante qui a 5 euros pour l'étudiant. Il faut justifier d'être étudiant, bien sûr, Voilà. avec son certificat de scolarité. Et y compris, moi je me suis aperçu que aujourd'hui, les gens qui sont à l'université ou dans des écoles d'informatique, ils peuvent avoir tous les outils de développement Microsoft et Windows à peu près gratuitement. Parce que Microsoft a bien compris que les outils de développement à 2000 euros, un étudiant ne peut pas se les payer. Et par contre, une fois qu'il a pris l'habitude d'utiliser ces outils-là, en entreprise, il va continuer à les utiliser. Et là, il y aura les moyens pour les payer. Je sais pas si tu te rappelles, Danar, il y avait une espèce de mini PC, un petit laptop qui proposait pour les pays en voie de développement, qui coûtait à peu près 150 euros et qui se rechargeait avec une molette. Et il y avait une version de Windows, si je dis pas de bêtises, qui était limitée en process, c'est-à-dire qu'il pouvait lancer 5 process hors process système. Et ils vendaient une licence bridée. Alors là, je pense qu'on confond deux choses. C'est-à-dire, si je me rappelle bien, tu dois parler du projet OLPC, qui était One Laptop for... un PC pour tous les gamins du monde. Voilà, is the world Exactement. Qui lui, si je me rappelle bien, tournait sous Linux. for you, wait for me. Ok. Sous Linux pour justement pas avoir à payer de licence à n'importe qui. Et par contre, et pour contrer ce projet, Microsoft avait sorti, et je crois que ça existe toujours, une version starter de Windows fortement limitée à peut-être 5 ou 10 dollars pour les pays en voie de développement. Ils se foutent un peu de leur gueule quand même. Et là, effectivement, c'est un peu du foutage de gueule, puisque on n'a pas... pour contrer un truc qui marche bien, ils sortent un Windows où finalement on peut pas l'utiliser vraiment comme Puis Windows. même, de toute façon, même s'il il a une valeur marchande, donc même un faible prix, enfin ces gens-là dans les pays entre guillemets tiers-mondistes, pourquoi on leur file pas des logiciels libres directement? Parce que là, on leur file des Microsoft dégradés, qui en plus, une fois qu'ils en ont pris l'habitude, s'ils arrivent à travailler dans des grandes boîtes, ils se rendront compte qu'ils peuvent pirater à leur tour. Et du coup, ils rentreront eux aussi dans le cercle vicieux, entre guillemets, je pirate, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts, mais mon entreprise achète la licence, mais chez moi, je fais autre chose. Alors que si on aurait dit dès le début que pour ces machines, on leur file des logiciels libres, d'une part, c'était gratuit, ils n'avaient pas de problème, et en plus, ça leur aurait fait une certaine éducation au sens où il y a toujours des alternatives. On n'est pas forcément obligé de se cantonner à ce que nous dit Microsoft, Apple ou etc. C'est pour ça que c'est important que dans l'éducation, dans les universités, c'est déjà un peu le cas, mais dans les écoles, on pousse pour avoir du logiciel libre, plutôt que de dire on met du Windows, mais vous
c'est payant, mais vous le savez pas. Voilà, et dans ces pays-là, et je pense que les éditeurs de logiciels propriétaires et payants, ils comprennent bien que c'est contre leur intérêt que les gens se mettent à utiliser Linux. Donc je pense que ça vient de là que Microsoft s'est dit, bah, je vais faire un Windows pas cher pour que au moins les gens ils utilisent Windows. Ils auront un Windows pourri, mais au moins ils seront toujours utilisateurs de Windows. Moi je me disais c'était peut-être juste un coup de bluff marketing en disant regardez on baisse nos prix, c'est pas cher, vous pouvez l'acheter. C'est du pseudo faux gratuit en fait j'ai l'impression. Alors en réalité il faut savoir que Windows c'est pas cher puisque il y a un prix catalogue que personne ne paye. Enfin, il faudrait que s'il y a un auditeur qui a déjà acheté Windows à la Fnac en full CD, il faut qu'il nous appelle, puisque je pense 99% des gens, ils achètent Windows sans le savoir en achetant leur PC. On achète un PC, il y a un Windows avec. C'est les fameuses versions OEM. Voilà, et ça, en réalité, Microsoft les vend pas très cher aux constructeurs. Quelques dizaines d'euros, quelque chose comme ça. Donc, en fait, Windows, c'est pas très cher. Sachant que c'est installé sur des milliards d'ordinateurs, ils n'ont pas besoin de le vendre très cher pour faire beaucoup de bénéfices. Oui, on joue sur l'effet de masse. Puis voilà. À côté, ils peuvent se permettre de vendre leur Windows 7 presque plus de 500 euros, il me semble. C'est pas loin de ça. Mais personne l'achète. Non, personne l'achète. J'ai jamais vu diminuer le rayon à la Fnac. Hein. Le rayon des OS Windows, il diminue jamais. Voilà, puisque, enfin, là, on va pas se mettre du côté des informaticiens, mais quelqu'un de normal qui va dans une boutique qui achète un ordinateur, il a Windows avec, qui est déjà installé, qui fonctionne. Il va pas aller à la Fnac acheter un CD enfin un DVD, ça doit être à 200, 300, 400 ou 500 euros. Ouais, c'est vraiment des prix vraiment totalement prohibitifs. Enfin, c'est hallucinant. Mais par rapport à tout ça, bon, on voit qu'aussi, d'après ce que j'ai écouté, il y a un effort qui est fait par Microsoft et par les autres sociétés aussi. Mais tu ne trouves pas, quelque part, ils sont quand même conscients du fait que d'un côté, c'est quand même bien pour eux, la fameuse utilisation des logiciels, des Windows pirates, par exemple. Au sens après, ils font un effort effectivement avec Office, parce qu'Office, c'est un peu pareil pour tout ce qui concerne Word, Excel. Mais à ce sens, tu trouves pas que quelque part c'est un peu hypocrite hein? Moi, je pense que l'industrie du logiciel et du jeu vidéo en particulier, c'est une industrie qui a bien compris le piratage, puisqu'en fait, elle est née. Contrairement à l'industrie de la musique qui apparemment a découvert qu'on pouvait copier de la musique il y a une dizaine d'années et qui est tombée de haut. L'industrie du logiciel, depuis le début, les gens copient des logiciels. Je pense même que le taux de piratage, il a fait que baisser. Il baisse de manière continue depuis le début. Donc c'est des gens qui, d'un point de vue stratégique, ont intégré le fait qu'il y avait du piratage depuis le début et qui y réfléchissent et qui, effectivement, sont capables de tirer parti du piratage. On l'a dit pour Microsoft, pour Adobe, etc. Les gens, les éditeurs de logiciels comprennent comment ça fonctionne, le piratage, savent qu'ils vont être piratés dans des proportions plus ou moins importantes, et au lieu de se dire oh là là, on va mourir à cause du piratage, ils se débrouillent pour faire du business. C'est une partie de leur environnement et du contexte économique. Et surtout, le parti pirate, il nous a reconfirmé à nous-mêmes que, effectivement, c'est pas parce qu'il y a du piratage que les majors ne s'en mettent pas plein les fouilles. Au contraire, par exemple, l'industrie cinéma, chaque année, on bat des records d'entrées. Alors qu'on nous dit en contrepartie, le téléchargement des Bronzés 3, ça a fait chuter les entrées. Peut-être qu'on se pose la question en ce moment, est-ce que le film n'est pas merdique ? Donc, est-ce qu'on n'utilise pas le piratage justement pour voir des choses tellement usuelles, tellement usées jusqu'à la corde qu'on ça vaut même plus la peine de les acheter quelque part. Et surtout, ce phénomène se retrouve assez fréquemment dans les médias dominants, j'ai l'impression. Donc, est-ce que quelque part, le pirate n'a pas diffusé des contenus autres que les médias massifs et n'a pas contribué justement à l'enrichissement culturel des populations ? Qu'en penses-tu ?
Ben, oui, effectivement, ce qui se passe, c'est que là, le piratage, il y a plusieurs choses. Il y a, j'ai besoin d'un truc que je connais déjà à l'avance, et puis au lieu d'aller l'acheter au magasin, je le copie sur Internet. Et puis, il y a des choses dont on parle, c'est-à-dire je suis sur un truc libre. On va même pas parler du côté légal ou illégal. C'est-à-dire, moi, je veux juste écouter de la musique, j'allume une radio que j'aime bien, j'ai découvert un morceau. Mais ça peut être aussi, je vais sur un site internet qui parle de musique que j'aime bien, et je vais télécharger un morceau d'un artiste que je connaissais pas, et je vais découvrir cet artiste-là. Et là, on parle pas d'aller de voler quelque chose dans un magasin ou quoi. C'est finalement la libre circulation des informations permet de découvrir et permet à la culture finalement d'exister, de fonctionner et de circuler. Ok. Alors là, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause de quelques minutes. Donc, je vous invite à participer en nous appelant au 08 92 23 95 20. Vous êtes sur la radio ici et maintenant dans l'émission Cyberculture. Aujourd'hui, nous recevons donc Nanar. Alors nous le retrouvons d'ici quelques instants, et spéciale dédicace à Jack Tramiel, père fondateur, père du Commodore 64, qui est donc mort et qui est parti le 8 avril il y a quelques jours d'ici. Paix à son âme. Voilà, donc il est le créateur du Commodore 64 et de l'Atari.
Vous êtes sur la radio ici et maintenant dans l'émission Cyberculture. Nous vous invitons donc à appeler au 08 92 23 95 20 dans le cadre de l'intervention sur notre émission Que serions-nous sans le piratage ? Vous êtes sur la radio ici et maintenant à l'émission Cyberculture. Donc aujourd'hui, je rappelle la thématique, c'est que serions-nous sans le piratage, et nous recevons donc Nanar, ancien pirate. Donc voilà. Alors je vais laisser un petit peu plus recadrer Thomas sur que serions-nous sans le piratage. Oui, donc nous avons vu dans la première partie un peu des généralités sur non seulement comment Nanar a bossé, quelques grands faits et quelques paradoxes, dont avec Microsoft et Photoshop. Et maintenant, nous allons voir aussi que nos gouvernements qui nous empêchent de pirater, eux aussi utilisent le piratage. Donc pour exemple, là je remercie vivement le Parti Pirate de nous avoir fait parvenir cette information. Par exemple, le logiciel Ultrasurf, qui est un proxy donc pour surfer anonymement, et ben en fait quand on sniffe les paquets, c'est-à-dire quand on regarde les connexions de sortie et où vont ces paquets, donc sur quelle machine proxy ils vont, ben on se rend compte que ça va, ça a l'air d'aller vers le FBI et la CIA. Donc ça c'est un fait qui a été prouvé, clairement établi, que donc les organisations gouvernementales n'hésitent pas à pirater et à faire croire que des logiciels font certaines choses pour emmagasiner des données. Alors est-ce que toi Nanar ça te choque de voir de tels agissements, et est-ce que c'est pas un peu l'arroseur arrosé quelque part? Ce qui est un peu choquant, c'est que finalement on fait passer les intérêts des gens qui veulent lutter contre le piratage, donc les majors, etc., avant l'intérêt de la liberté et de, comment dire, on a tous le droit d'être anonyme quand on fait quelque chose, etc. Donc si le gouvernement est obligé de nous surveiller de près juste pour nous empêcher de copier un CD, je trouve qu'il y a une disproportion assez énorme entre le but et les moyens. Je suis pas sûr que la fin justifie les moyens dans ce cas-là.
Exactement, mais tu vois, toujours dans la problématique d'enrichissement culturel, est-ce que s'ils espionnent les pirates d'une part et s'ils utilisent du piratage, est-ce que ça justifie, entre guillemets, que des auteurs qui ont des problèmes de financement qui se font pirater, est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise répartition des richesses et les gens au gouvernement qui agissent dans le sens du piratage ne pourraient pas, au lieu de nous observer, aider à la répartition des richesses? Ah, mais je crois que le débat il a été ouvert il y a déjà de nombreuses années à propos de ça. C'est-à-dire aujourd'hui l'industrie du disque et du cinéma, ça fonctionne, c'est censé fonctionner économiquement sur un schéma totalement vertical avec des majors qui ramassent tout le pognon des acheteurs, des consommateurs et pour en redistribuer une petite partie aux auteurs. Il y a des gens qui ont proposé de faire des systèmes de licence globale, etc., etc. Ouais, pour changer complètement le modèle, repartir à zéro, et finalement, dans un schéma économique avec une licence globale, il n'y a plus de piratage ou pas de piratage. J'écoute la musique que je veux, et puis le système fait que l'auteur sera rémunéré pour produire ce qu'il produit. Mais effectivement, il y a des gens, on va dire que les parasites du système actuel, les gens qui gagnent de l'argent sans rien créer, eux, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on change le système. Oui, bien sûr, oui, c'est toujours dans le chaos et quand c'est brumeux qu'on peut faire toujours son petit business. Quand tu dis gagnent de l'argent sans créer, s'ils ont rien créé, ils n'ont pas de produit. Mais il se trouve, oui, non, mais t'as raison de faire les choses, mais aujourd'hui, il y a les ayants droit, les créateurs, etc. Si je fais de la musique aujourd'hui, je vais être plus ou moins obligé de passer par une major pour distribuer ma musique, donc de signer un contrat avec eux où je vais leur céder tout un tas de droits, et ces gens-là vont avoir les droits, et finalement c'est eux. C'est eux qui vont lutter contre le piratage et pas l'auteur. Alors c'est compliqué parce que les intérêts des uns sont mélangés avec les intérêts des autres, mais on peut tout à fait imaginer un système économique où la rémunération des créateurs, des artistes, etc., n'est pas basée sur le nombre de CD qu'ils vendent à la FNAC. Et tout ça, mais sur ce que les gens écoutent vraiment, ce que les gens aiment. Il y a y compris des tas de systèmes maintenant avec du crowdfunding où les gens produisent eux-mêmes les artistes qu'ils ont envie de voir émerger, des choses comme ça. On voit que il y a pas un seul système qui est celui qu'on veut nous imposer, enfin que l'industrie du disque veut nous imposer, mais il y a de multiples systèmes qu'on peut essayer. Donc là, de ce que tu parles exactement, c'est que il y a des sites qui permettent donc à des artistes de se mettre en avant. Quelque part, c'est du qualitatif, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les produits qu'on nous impose en passant par le circuit traditionnel, franchement, il y a des morceaux, on nous les met un peu dans le crâne. Hein. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, si je suis patron d'une major, moi ce que je veux faire c'est de l'argent. C'est pas améliorer le niveau culturel des Français. Donc on comprend bien qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent et que la culture et le business des majors du disque, c'est pas forcément la même chose. C'est tout un business plan. Un artiste, quand il le lance, c'est un investissement de 1 million, je crois que c'était 1 million d'euros, ou même, je crois que ça c'est 1 million d'euros, et derrière, faut qu'il rentabilise cet ensemble. Oui, on est d'accord. Alors que en tant que consommateur de produits culturels, on va dire, mais bien que j'aime pas je préférerais citoyen mais ça fait très culturé, mercantilisme. Voilà. En fait, j'ai pas forcément envie d'écouter Lady Gaga, moi. Et aujourd'hui, on voit que grâce à Internet, elle est bien Lady Gaga dans ses clips. On a moyen, grâce à Internet, on a moyen de participer à la création, de dire vers quels artistes on veut que le financement aille, etc. Et moi j'ai l'impression que ça contrecarre un peu les intérêts de l'industrie qui est déjà installée. Ouais, et pour corroborer tes dires,
pour revenir à la licence globale que nous parlions tout à l'heure, quand on voit Adopi, même les politiques en général, c'est totalement sombré aux oubliettes. Donc quelque part, ils ont vraiment pas envie de faire la démarche pour faire une licence globale. Et après, surtout, on peut discuter de la licence globale. Est-ce qu'on va vers un modèle peer-to-peer ou vers un modèle genre Minitel tel que Mega Upload? Donc en fait, il pose un problème, mais ça engendre tout un autre problème qu'il faut débattre dans le fond. Mais je suis d'accord que la licence globale, c'est pas la solution miracle. Ce qui est important, c'est de poser le débat et de trouver des solutions. Et moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas une seule solution qui va permettre de rémunérer tous les artistes, enfin, que tout le monde soit content. J'ai pris l'exemple de Lady Gaga, et il y a sûrement des gens qui adorent Lady Gaga, et il faut qu'elle puisse continuer à faire ses clips Ah oui, bien sûr, à moitié oui, à poil, on dit et pas ça. effectivement, Oui, oui. on est d'accord. Donc, Mais il y a aussi moi- toute une tripotée d'artistes qui en ont vraiment rien à cirer de se faire rémunérer. Alors ça, il y en a sans doute, mais il faut quand même, d'un point de vue du citoyen, il faut quand même se rendre compte que tout le monde a besoin de vivre, et donc y compris les artistes, pour qu'ils puissent faire du bon boulot, il faut je pense, là je le dis vraiment, c'est personnel, mais je pense que pour pouvoir faire du bon boulot, un artiste il a besoin de vivre à peu près correctement de son art. Sinon il est obligé de prendre un boulot ailleurs et il peut plus écrire de la musique. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit que on n'est pas on vit quand même dans un monde où l'artiste ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais Ouais. aussi il faut à chaque fois qu'on aime un artiste, il faut se rendre compte qu'il a besoin de manger. Ouais, et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a Pirate Bay, donc un des sites historiques scandinaves de piratage. Il a lancé il y a quelque temps Promo Bay, donc qui est exclusivement dédié aux petits producteurs, qui s'autofinancent, qui veulent partager leur musique ou contenu divers, et ils ont créé le site Promo Bay. Donc ça va assez dans le sens que tu dis que les gens, entre guillemets, s'ils veulent vivre, on leur met des moyens à leur disposition pour commencer à se faire un réseau et diffuser leur contenu et leurs idées. Donc c'est assez important de voir quand même qu'il y a des alternatives et que dans tout ce qu'on nous dit dans la licence globale, enfin à mon sens, je sais pas ce que vous en pensez, on élude un tas d'autres questions qui sont terriblement essentielles. Et en licence globale, d'ailleurs, je suis même pas sûr que les politiciens qui s'occupent de ça comprennent ce qui se passe. D'ailleurs, toi, dans tes affaires avec le tribunal, tu as rencontré, je pense, moult avocats. Tu as sûrement vu des ramifications avec des partis politiques. Tu peux nous en dire plus sur leur niveau informatique et de leur compréhension de tout ça? Alors il y a un peu de tout, hein, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les gens qui sont qui sont magistrats aujourd'hui ou même avocats, ils sont pas de la génération numérique, donc ils comprennent pas forcément. Eux, ils ont pas. Moi, j'ai rencontré un avocat qui était relativement jeune, qui lui a copié des jeux forcément dans sa jeunesse. Il savait de quoi on parlait et forcément, ça le choque pas des gens qui copient un MP3 comme ça, etc. Alors que des gens d'une génération un peu plus ancienne, on va dire, ils comprennent pas comment ça se passe, et effectivement, je pense pas qu'ils soient forcément intéressés ni à même de comprendre les tenants et les aboutissants de comment on rémunère les artistes correctement, sans pour autant limiter complètement le droit des gens à écouter de la musique, à la refiler, à la faire écouter à leurs voisins, etc. Puisque aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que si on écoute uniquement le lobby de l'industrie du disque, en gros, faudrait que quand j'écoute quand j'achète un morceau, je peux juste l'écouter moi et je peux même pas le faire écouter à mes amis. J'ai un nombre d'écoutes limité, après il faudrait que je repaye, etc. hein. C'est ce qu'on essaye de. C'est assez délirant nous d'ailleurs impose. comme truc. Voilà, c'est les fameuses DRM. Alors le DRM, c'est le moyen technique qui permet ou ne permet pas de mettre ça en place, mais c'est ce qu'on veut en faire finalement qui est important. Et quand on regarde
Moi aujourd'hui j'achète quand même des vidéos en VOD sur ma Freebox. Il y a un truc qui me choque, c'est que les conditions d'utilisation de ces vidéos, c'est délirant par rapport à ce qu'on avait si on achète un DVD par exemple. J'achète un DVD, je peux le prêter à mes copains, j'achète quelque chose en VOD sur la Freebox, on peut visionner pendant seulement 48 heures. Et puis je peux sûrement pas le partager avec un ami, même de manière temporaire. Ouais, enfin, moi j'ai l'impression que ce système de DRM, ça pousse encore plus loin l'idée d'obsolescence. Au sens, déjà, on est conscient que nos ordinateurs, pour les conserver 100 ans pour nos petits-enfants, il va falloir faire des efforts considérables comparé à des bibliothèques où on sait clairement les conditions qu'il faut. Alors que dans nos ordinateurs, par exemple, la batterie, dans 100 ans, elle marchera peut-être plus, même si on la conserve correctement. Et du coup, de faire en plus payer du contenu qui est en plus encore plus limité dans le temps, non seulement côté le matériel, mais aussi au nom de la propriété intellectuelle, enfin, c'est totalement délirant de payer quelque chose à un prix donné et de savoir que dans 3 jours, on peut plus y avoir accès. Enfin, c'est vraiment foutre de l'argent par les fenêtres. Là où tu soulèves un point important, c'est qu'aujourd'hui, comme tu dis, un livre, on sait très bien le conserver, et puis d'ailleurs, même s'il se dégrade, on se débrouillera à la BNF, ils savent très bien faire ça, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à la BNF, ils sont incapables de conserver correctement du contenu numérique qui peut être effectivement protégé par des DRM, etc. Et c'est encore plus délirant, parce qu'on entend surtout depuis quelques années des grandes manœuvres faire de la dématérialisation partout. C'est fou. Et le problème des archives numériques se pose, puisque où va disparaître la culture si on la perd? Oui. Là, c'est une très grande question, parce que bon, d'un côté, je peux toujours faire l'avocat du diable en disant je suis une major et à un moment donné, j'ai envie de gagner ma vie. J'ai envie de faire monter des artistes, faire connaître des artistes, et à un moment donné, voilà, je remodélise mon modèle économique. Et par ce fait, voilà, le MPEG 3 ce sera du 1€, le DivX ce sera 4€, voire 10€. C'est vrai que on a un délai, je crois, de 24 heures, 48 heures pour le consulter, et après, si on veut le revoir, on doit payer. D'un côté, je trouve ça normal, c'est sûr. Vous trouvez pas ça normal? Il faut aussi faire peut-être ce juste milieu. Après, c'est un modèle. On peut en discuter, hein, c'est-à-dire pour un certain nombre de contenus. Si c'était 10 centimes pour regarder une fois quelque chose, mais là, c'est vrai qu'il faut voir qu'on essaye de nous imposer des prix qui sont équivalents à un DVD pour quelque chose qui est éphémère, alors que le DVD, il est relativement durable. Et derrière, tu parlais de la BNF, et c'est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui, on sait qu'Internet, c'est une base de données qui est très importante au point de vue de la connaissance et de la culture. Donc la culture en international, bien sûr, française, anglaise, etc. Tu trouves pas que quelque part mettre des espèces de péages, c'est une régression, c'est une question philosophique, hein, c'est une régression de notre humanité, parce qu'on empêche les gens de se cultiver. Dans un ensemble, hein. C'est-à-dire l'accès au logiciel libre, l'accès à la musique libre, l'accès à tout en libre. Je suis d'accord que tout ce qui permet la circulation libre de l'information, donc un logiciel, une musique, etc., ça en fait partie. Ça permet finalement, ça enrichit l'humanité tout entière. C'est la culture c'est je veux dire. Un producteur de disques, lui, il veut juste gagner de l'argent, et il en a rien à faire d'enrichir la culture de l'humanité. Donc très cher auditeur, si vous avez votre réflexion, vous n'avez pas forcément, on va dire, le je vous invite, nous invitons à appeler le 08 92 23 95 20. Je voudrais... Oui, je suis là. Oui, bref. Je voudrais rebondir sur les propos de notre président Sarkozy, donc dans sa lettre aux Français. Donc je sais pas si vous les avez lus, Non, désolé, j'ai pas lu. T'as pas lu? Moi je me suis fait du mal, je l'ai lu en entière. Et dans cette lettre, donc, il fait clairement l'amalgame dans la même phrase, donc entre pédophile, terroriste et pilleur de contenu. Donc tu crois pas que là c'est quelque part un raccourci, déjà un très très gros raccourci, sachant qu'il y a des lois qui existent contre la pédopornographie, hein. Je tiens à le rappeler qu'il y a des lois sur internet qui existent actuellement et qui semblent assez suffisantes. Et voilà, donc je vous intéresse à vous...
Je vous invite, à regarder de plus près l'affaire Zandvoort sur la pédophilie et ses ramifications avec la politique. Et là, on commence à voir que non seulement il y a des gens qui comprennent pas ce qu'ils font, et qu'il y a des gens qui couvrent certaines choses assez malsaines derrière des conditions technologiques, on va dire, obscures. Mais bref, pour revenir à notre cher président, donc quand on fait l'amalgame entre pilleur de contenu et propriété intellectuelle, enfin, il y a peut-être un problème. Enfin, c'est pas du pillage, on n'est pas là avec comme des corsaires avec une épée à la main à mettre le couteau sous la gorge de la personne. Comme tu disais au début de l'émission, on n'a pas la chose physique entre les mains. Ah ben faut... Donc qu'est-ce que tu penses vraiment de ce terme pilleur? Est-ce que tu te considères comme un pilleur? Enfin, est-ce qu'on te l'a déjà balancé à la face? Non, mais moi ce que j'ai beaucoup entendu dans les médias, c'était des gens depuis des années, et quand il y a eu le débat sur Adopi, c'est faire vraiment l'amalgame entre le voleur de quelqu'un qui vole dans un magasin et quelqu'un qui copie un fichier, et donc qui duplique de l'information finalement. Et il faut absolument rejeter cet amalgame-là et parler des choses comme elles sont, c'est-à-dire que quand on copie quelque chose gratuitement, voilà, il faut se poser la question de c'est quoi les conséquences pratiques. Si les conséquences c'est que les artistes peuvent plus vivre de leur art, ben, c'est une conséquence malheureuse. L'autre conséquence c'est que la culture se diffuse, ça c'est une conséquence bénéfique. Donc faut bien mettre les arguments pour et les arguments contre l'un contre l'autre et réfléchir à qu'est-ce qu'on veut comme société. Et bon, j'ai l'impression que M. Sarkozy, il a choisi quelle société il voulait, mais c'est pas forcément celle que tout le monde veut. Ouais, d'ailleurs, pour revenir à ces artistes piratés qui gagnent plus de sous, je sais pas ce que vous en pensez, on nous le rabâche continuellement, mais j'ai pas d'exemple concret à dire. Je ne sais pas, j'ai aucun exemple d'artiste qui a perdu beaucoup d'argent au point qu'il en pleure. Enfin, est-ce que vous pouvez m'en citer un? Oh, bah, il y avait quand même des artistes qui avaient soutenu tous les projets de la loi Adopi, etc. Donc après, Ouais, ils n'ont pas présenté leur fiche d'impôt. Non, donc mais c'est pas là, vraiment on parle s'ils de ont Johnny perdu Hallyday et de Charles Aznavour. Ça fait 40 ans qu'ils vendent des CD. Je pense pas qu'ils sont à plaindre et réduits à manger des patates tous les soirs, ces gens-là. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une réalité économique, c'est que l'industrie du disque s'est gavée, je pense qu'on peut dire ça, dans les années 90. Et puis les années 2000, ils gagnent moins d'argent. Et bah, les gens de cette industrie, ils trouvent ça pas normal de gagner un peu moins d'argent. Alors ils ne se sont pas posé la question de savoir si c'était pas parce qu'ils travaillaient un peu moins bien ou que les gens avaient moins d'argent à mettre dans des CD. Ils ont trouvé le coupable idéal dans la personne des gens qui téléchargent sur Internet. Donc quelque part, t'as servi de bouc émissaire, je dirais. Oui, alors moi je n'ai pas été attaqué par les majors du disque, donc j'ai servi de bouc émissaire à personne. Mais je pense qu'effectivement, Enfin, Microsoft a quand même pointé du doigt à un moment en disant « Ouh là là, t'as un Windows 95 chez toi !» Oui, non, mais ça, vraiment le prétexte... c'est anecdotique, c'est-à-dire que Ouais, mais ils ont après, quand une même fois qu'on est devant la justice, on va chercher des coups, etc. Mais d'un point de vue vraiment, il faut essayer de voir ce qui se passe dans la société entière et pas résumer à des cas particuliers. On a pointé du doigt des gens, des citoyens lambda qui avaient téléchargé 3 MP3 en les accusant d'être responsables de la faillite de l'industrie du disque. Alors que la réalité est quand même beaucoup plus nuancée. Oui. Et déjà, je pense, j'ai pas l'impression qu'il y ait une faillite de l'industrie du disque. Non, loin de là. Voilà. Loin de là. Et d'ailleurs, elle se porte assez bien. Hein. Voilà, les artistes les plus intelligents, ils se sont adaptés, hein, parce que faut se rappeler. Ouais, si on peut rappeler l'affaire aux États-Unis, c'était le groupe Metallica qui avait attaqué Napster, bah, oui. etc. Donc voilà, mais à chaque fois, c'est des exemples d'artistes qui gagnent très très bien leur vie et qui effectivement aimeraient la gagner encore mieux et que ça change pas. Surtout ce qui est drôle dans Metallica, c'est qu'au début des années 80, ils se sont fait connaître avec les cassettes pirates. Avant la sortie de leur premier album qui s'appelait Kill 'Em All,
En fait, ils ont fait connaître cet album parce que les gens, ils pirataient les cassettes des concerts, ce qu'on appelle les bootlegs. Il n'y aurait pas eu le piratage, Metallica n'aurait jamais été connu, je tiens à le préciser. Et ça, j'en suis sûr par A plus B. Ben voilà, donc là, on démontre bien la chose, c'est que en tant que partage de l'information et circulation des morceaux, etc., découverte de la culture, ben ça c'est un aspect positif. Et après, le fait que la répartition des revenus des artistes, etc., elle soit plus ou moins grande, voilà, ça c'est une histoire de partage du gâteau et il faut essayer de faire que tous les artistes puissent vivre. Mais il n'y a pas de raison finalement que Metallica gagne 10 000 fois plus que certains autres artistes, et je suis sûr que ces autres artistes qui gagnent 10 000 fois moins, ils s'en foutent que Metallica gagne un peu moins. Par contre, si eux, ils pouvaient vivre décemment et pouvoir travailler en paix, ils seraient contents. Faudrait pouvoir en inviter de ce genre Bah ouais, d'artistes. moi je suis très ouvert à ça. Alors moi j'ai une question, Nanar, qui est très simple, c'est un petit peu la thématique de l'émission. Que serais-tu, toi, sans piratage aujourd'hui? Est-ce que ça t'aurait fait changer de route? T'aurais fait un autre métier? T'aurais pas été développeur? Alors, c'est une très bonne question parce que moi, effectivement, je pense que mon expérience de l'informatique, elle a été riche aussi parce que j'ai copié des logiciels dont j'avais pas l'argent pour les acheter. Par exemple, faire développeur quand on est jeune. À l'époque, il fallait acheter S'il avait fallu que j'achète tous les outils de développement auxquels j'ai eu besoin pour construire mon expérience, j'aurais peut-être pas pu. Donc, effectivement, je suis pas certain que j'aurais été développeur comme je suis aujourd'hui, développeur de logiciels, si j'avais pas eu accès à des logiciels piratés. Donc c'est un peu compliqué. Alors faudrait que je mette quelque chose en, en balance, c'est-à-dire que à l'époque, les logiciels libres n'étaient pas accessible aussi et accessible présent. Et performant, puisque aujourd'hui on a quand même des logiciels en termes de système d'exploitation. Une bonne distribution Linux, c'est peut-être sans doute plus performant que Windows, etc. Les outils de développement libres sont parmi les meilleurs, etc. Donc peut-être qu'aujourd'hui, pour un jeune qui débute dans l'informatique, il n'y a finalement peut-être pas besoin de pirater pour avoir accès aux meilleurs et devenir un bon développeur. Mais je pense vraiment que dans les fin des années 80, années 90, c'était beaucoup plus compliqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, tous les développeurs de jeux vidéo que je connaisse, ils ont commencé en copiant des jeux vidéo. Leur compilateur C ou leur assembleur, c'était au début, c'était une version pirate, etc. Donc, c'était l'histoire du logiciel et du jeu vidéo en particulier, sans le piratage, dans le sens démocratisation. Voilà, distribution, partage des choses, même sans payer, ce serait pas le même monde. Et c'est pour ça que aussi dans le logiciel, contrairement aux majors du cinéma, etc., on voit pas le piratage de la même façon. C'est-à-dire, ce serait pas le même monde. Est-ce que, par exemple, c'est la question que j'avais posée donc au parti pirate, est-ce que sans piratage, Internet serait là? Alors ça a commencé comme un truc universitaire, mais peut-être sans piratage, ce serait resté un truc universitaire. On peut se poser la question. Parce qu'aujourd'hui, quand même, les bandes passantes, ADSL et fibres optiques qui arrivent de plus en plus dans les grandes villes et dans les villes, c'est un peu l'objectif de récupérer des gros flux. Ouais, c'est marrant parce qu'au départ, finalement, les usages légaux de grosses bandes passantes, il n'y en avait pas. Et puis c'est grâce sans doute au téléchargement illégal que la DSL s'est démocratisée, parce que je sais pas, ou que les débits ont augmenté. C'est un bon point, William.
Il y a un très bon argument sur le chat d'Amiga 1200. Ah mais gars, donc sur que serions-nous sans le piratage? Un élément de réponse de notre ami Amiga. Je dirais qu'on aurait l'esprit beaucoup moins ouvert, car nous aurions été restreints à des canaux de distribution, des idées beaucoup plus étroites. On aurait appris à chercher l'information plutôt que d'attendre la bouche ouverte qu'on nous la verse dans le bec. Non, excusez-moi. Dans le sens, maintenant grâce au piratage, on a appris à chercher l'information plutôt que d'attendre la bouche ouverte qu'on nous la verse dans le bec. Bah c'est pas faux, je dirais. Parce que le piratage, entre guillemets, ça induit déjà à la base une certaine curiosité. Parce que pas de curiosité, on va pas chercher des logiciels. Voilà, Ça me non mais semble je pense assez que c'est logique. effectivement l'esprit dans lequel on était, les gens qui faisaient de l'informatique dans les années 80, au début des années 90, c'était avant que Internet se démocratise finalement, c'est que pour avoir, c'était pas, c'était pas, je vais sur une page, je tape Google, je tape le nom du logiciel et je le télécharge. C'était, il fallait échanger de l'information d'une manière assez, et des logiciels de manière assez artisanale, avec des gens qu'on connaissait, qui eux savaient quel logiciel était sympa, etc. etc. C'était quand même... et sans le piratage, on aurait juste allé au magasin et on sait pas ce qu'on achète parce que forcément Il y a la jaquette, il y a plein ah de ouais, trucs. voilà, à part la jaquette on peut pas essayer avant, etc. Donc la curiosité dans l'informatique c'est passé aussi par là. Alors si je me rappelle bien une anecdote que j'ai lue dans un bouquin, il faudrait vérifier. Le premier logiciel avec lequel la société Microsoft a gagné de l'argent, c'était un interpréteur basique. Mhm. Et la petite histoire dit que ils ont copié, enfin la première, c'était eux qui l'avaient développé, mais ils ont découvert le basique en piratant, en copiant des cartes perforées qu'ils avaient vues quand le créateur du basique avait présenté sa création. Donc si ça se trouve, on va mettre des si partout, hein, mais si ça se trouve, la société Microsoft n'existerait pas s'il n'y avait pas eu un acte de piratage À la base. initial. Bah, d'ailleurs, il y a un film dessus, je crois que c'est Trust, ou je sais plus c'est quoi le titre exact, sur la vie de Microsoft, sur le vol en fait de code source. Ah, donc. Mais après, on va pas leur jeter la pierre, puisque je pense que c'est une époque où les questions se posaient pas de la même manière, et quand on voyait un logiciel, le logiciel libre, les gens n'écrivaient pas, il y avait pas enfin, je pense qu'il n'y avait pas de licence écrite pour les logiciels ni rien, et ça faisait partie du mode de fonctionnement à l'époque de copier les choses sans se poser tout simplement sans se poser la question de savoir si on a le droit ou pas. Il faut se replacer dans le contexte, et effectivement, moi je me rappelle quand j'étais collégien ou lycéen, on copiait les logiciels, on réfléchissait pas pour savoir si on avait le droit ou pas. On le faisait, du coup on avait des nouvelles compétences, des nouveaux Bah, on possibilités, s'échangeait et puis voilà. on s'échangeait les disquettes, on s'envoyait les disquettes par la poste. Ouais. Et puis voilà. C'était la bonne époque. Sniff, sniff. Voilà, et puis c'est finalement depuis que ça touche d'autres industries que l'industrie du logiciel que le débat est arrivé sur la place publique et que la police s'intéresse aux gens qui piratent, etc. Alors qu'il y a 20 ans, je pense, ça intéressait personne. Ouais, et avant de finir l'antenne, pour en revenir sur la question que serions-nous sans le piratage, moi je me demande qu'aurait été le clip de l'UMP donc à la dernière présidentielle où on nous a montré clairement qu'ils avaient utilisé une musique dont ils n'avaient pas les droits d'auteur. Ils avaient outrepassé les droits d'auteur, c'était excellent. Ouais, bah oui, donc bon, s'il y aurait peut-être pas eu de piratage, on aurait peut-être eu le droit à un clip moins débile. Ou Bah. plus débile, je ne sais pas, mais on aurait eu autre chose. Peut-être pas dans les mêmes conditions d'ailleurs. C'est intéressant de savoir que justement les droits d'auteur en France ont des limitations. C'est par rapport aux reprises pour faire des parodies, etc. Et si on interdit, si vraiment les droits d'auteur c'était quelque chose d'absolu, ben on pourrait plus faire d'humour, plus de parodies, etc. Donc, Il y aurait pas de Mosinor, il faut se mon rendre Dieu. compte qu'il y a des nouvelles créations qui sont faites en reprenant. Il y a rarement il y a rarement des créations qui viennent de zéro. On se base toujours déjà un peu sur des choses qui existent. Et est-ce que ça, c'est pas déjà du piratage?
Bah oui, c'est un peu le mimétisme. Quand l'enfant grandit, c'est par mimétisme qu'il apprend des gestes. Quand on grandit pour acquérir des nouveaux points de culture, etc., on fait du mimétisme à la base. Et le piratage, c'est du mimétisme, quelque part. Donc, moi, j'ai envie de dire que le piratage, bah, c'est un acte naturel. C'est juste le prolongement de notre culture, Et de c'est notre un- manière de fonctionner. là, on pourrait même plus dire pirate, on pourrait dire plutôt cette notion d'échange. Oui, C'est de l'échange. exactement, c'est C'est-à-dire de que là, l'échange. là, on efface la notion de pirate et d'accès libre aux informations et aux bases d'informations culturelles de notre société. Exactement, puis de toute façon, Nanar, vous voyez tous bien. Enfin, Nanar, il a pas un bandeau, il a pas un sabre, c'est pas un pirate, il va pas vous mettre le couteau sous la gorge pour piquer votre logiciel. Enfin, c'est très péjoratif comme mot, pirate. Bah, ça peut être corsaire aussi, hein, mais bon, les corsaires ils travaillent pour le gouvernement. Ouais, c'est pas faux. Donc, Oui, non, c'est que là, on va arriver sur la fin de l'émission. ouais, C'était Ici et Maintenant, avec comme pour invité Nanar, une émission présentée par Thomas et par moi-même, William. On se retrouvera d'ici quelques semaines, 15 jours. 15 jours à peu près. C'est à peu près tout. Et on vous dit à très bientôt. Et portez-vous bien. Et portez-vous bien. Donc aussi, vous pouvez nous retrouver sur notre blog, sur www.ici-maintenant.fr/cyberculture, tout en minuscule bien sûr. Et aussi, nous avons ouvert sur Facebook notre mur, notre groupe. Donc vous tapez Cyberculture Paris et je vous invite donc à vous inscrire. Et à très bientôt.